Après des décennies de travail acharné, j'ai finalement atteint la retraite. Le jour où j'ai quitté l'entreprise, je suis rentrée chez moi en me sentant légère et libre, fredonnant presque en franchissant la porte. J'avais hâte de sortir ma carte bancaire et de jeter un bon coup d'œil aux économies que j'avais accumulées tout au long de ma vie, prête à commencer à planifier la retraite tranquille et confortable que je croyais avoir méritée. Mais au moment où j'ai vu le solde du compte, je me suis figée. Il ne restait que 1 000 euros. Je suis restée là, stupéfaite et silencieuse, tandis que mon esprit tentait de comprendre. Peut-être était-ce une erreur, un dysfonctionnement du système, quelque chose de facile à expliquer. J'ai couru à la banque et j'ai demandé au caissier de m'imprimer l'historique des transactions des 5 dernières années. Ce que j'ai vu n'a fait qu'aggraver ma surprise. Chaque mois, sans exception, 3 000 euros avaient été retirés, comme une horloge. Mon salaire mensuel était de 8 000 euros, et avec la pension de Pierre incluse, j'avais toujours supposé que nous étions en bonne forme, plus que suffisant pour vivre confortablement dans nos années dorées. Mais la réalité ne m'a pas seulement frappé au visage, elle m'a laissé sans souffle. La tête pleine de questions, je suis rentrée chez moi et j'ai sorti le vieux livre de comptes de Pierre. Il tenait les finances de la maison depuis que nous nous étions mariés. C'était une de ses manies. Des registres méticuleux, chaque centime enregistré. Je ne l'avais jamais remis en question, je lui faisais entièrement confiance. Je n'avais jamais pensé que j'aurais besoin de l'examiner de si près, mais maintenant je n'avais pas le choix. Chaque entrée dans ce livre de comptabilité était écrite avec soin, jusqu'au dernier centime. Ce que j'ai découvert m'a laissée stupéfaite. Ces virements mensuels n'avaient pas commencé il y a 5 ans, ils duraient depuis 30 ans. Ce qui avait commencé par 500 euros par mois avait progressivement augmenté jusqu'à 3 000 euros, mois après mois. Année après année, sans interruption. Et puis je l'ai vu, une petite note griffonnée dans la marge à côté de la ligne de transaction. Frais d'entretien de Brigitte et des enfants. Mon esprit s'est vidé. Pendant 30 ans, il m'avait dit de réduire les dépenses, d'être frugal, d'économiser pour la retraite, et pendant tout ce temps, il utilisait mon argent pour entretenir sa maîtresse et ses enfants. Je suis restée au milieu du bureau, tenant encore le livre de comptabilité à la main, me sentant comme la chute d'une blague cruelle. Après près de 40 ans de service loyal chez Dubois Service, j'avais finalement atteint la retraite. Dès que je suis sortie du bureau le dernier jour, je suis allée directement à la banque avec ma carte de débit en main. J'avais l'impression que c'était le premier pas officiel vers une nouvelle étape. Enfin, une vie de repos, de liberté, et peut-être même quelques aventures. Mon salaire avait toujours été solide, 8 000 euros par mois. Si on ajoute à cela la pension de Pierre, nous aurions déjà dû avoir un bon fonds d'épargne. En marchant vers la rive, mes pas se sentaient plus légers que d'habitude. J'imaginais déjà passer par une agence de voyage après, peut-être pour commencer à planifier une escapade d'été au lac d'Annecy ou sur la côte d'Azur. Mais quand j'ai vu le solde du compte, j'ai arrêté de respirer pendant 1 seconde. Il ne restait que 1 000 euros. J'ai pensé que j'avais mal lu. Mes mains tremblaient quand je me suis approchée du comptoir. « Madame » dit le caissier avec gentillesse. « Ce compte montre un virement mensuel récurrent de 3 000 euros. Le solde actuel, c'est correct. » Une douleur aiguë m'a serré la poitrine. Mes genoux ont presque fléchi, et si ce n'avait été pour un aimable inconnu qui m'a attrapé le coude, j'aurais pu m'effondrer là même. Je me suis forcée à garder mon calme, et j'ai demandé au caissier d'imprimer un registre complet des transactions des 5 dernières années. Les pages sont apparues une à une, chacune confirmant la même vérité déchirante. 3 000 euros retirés chaque mois sans faute, pas un seul n'était manquant. Au moment où mon chèque de paie arrivait sur le compte, l'argent était déjà en route pour sortir. Pendant des années, j'avais déposé mon salaire dans notre compte jointe sans y réfléchir à 2 fois. Je ne l'avais jamais remise en question, je n'avais jamais pensé que Pierre toucherait à cet argent sans me le dire. Un calcul approximatif m'a révélé que la vérité était encore pire. Rien qu'au cours des 5 dernières années, 180. 1 000 euros avaient été perdus. Et si ces virements se s'étaient prolongés pendant 30 ans, la somme dépasserait facilement le million. Je pouvais sentir que je m'écroulais,
Je ne voulais pas croire le pire de lui, je ne voulais pas en arriver là. Mais comment pouvais-je lui faire confiance? Ce n'était pas une trahison. Je suis sortie de la banque et j'ai arrêté un taxi, l'esprit en chaos pendant tout le trajet de retour. Au moment où je suis entrée par la porte principale, je suis allée directement au bureau de Pierre. Il tenait toujours des livres de comptabilité à l'ancienne, écrits à la main, avec chaque euro comptabilisé. Il le faisait depuis ses 20 ans. J'avais l'habitude de penser que c'était une coutume douce et fiable, une preuve de l'importance qu'il accordait à notre maison, notre vie. Et maintenant cela semblait un moyen pratique de cacher la vérité. J'ai ouvert le livre de comptabilité et les larmes ont commencé même avant de passer la 2e page. Là, c'était des retraits mensuels de 3 000 €. Chacun enregistré consciencieusement pendant 30 ans, pas une seule lacune. Et à côté de l'entrée la plus récente, griffonnée dans la marge, allocation, pour frais d'entretien Brigitte et les enfants. Je suis devenue froide. Brigitte Mercier. Le nom m'a traversée comme une lame rouillée, lente et dentelée, coupant la partie la plus profonde de ma confiance. Elle était la femme dont Pierre était tombé amoureux. Nous avions tous grandi dans le même quartier. Brigitte était le genre de fille qui attirait l'attention. Belle, audacieuse, toujours entourée de prétendants. Pierre, d'autre part, avait été silencieux et réservé. Le genre de personne à qui quelqu'un comme Brigitte ne ferait même pas attention. Elle aimait les feux d'artifice et le drame. Il y avait toujours une foule autour d'elle, des hommes essayant de l'impressionner. Mais alors elle est tombée enceinte, sans bague, sans père en vue, et ses admirateurs ont disparu aussi vite qu'ils étaient arrivés. Et Pierre s'est proposé de ramasser les morceaux. Même quand elle ne s'est jamais vraiment souciée de lui, même quand elle l'ignorait complètement, il continuait à s'accrocher à elle. Il a continué à la mettre, elle et son fils, en premier pendant des décennies. J'avais toujours supposé que c'était juste un vieil amour inoffensif, quelque sottise de sa jeunesse. Mais ce n'était pas juste un souvenir qu'il gardait. Mais un engagement qu'il n'avait jamais abandonné. Pendant toutes ces années, il m'avait dit que nous devions être frugales. Il m'avait mise en garde contre la tension financière de la retraite et m'avait exhortée à être prudente avec les dépenses. Et je l'avais écouté, j'avais réduit les dépenses, ajusté notre budget, croyant que je le faisais pour nous, pour notre avenir. Mais maintenant je connaissais la vérité. Chaque centime que j'économisais était canalisé vers la vie d'une autre femme et celle de son fils. Je suis restée au milieu du bureau, tenant le livre de comptabilité et sanglotant si fort que je pouvais à peine respirer. Et puis, quelque part entre les larmes, j'ai ri. Ce n'est pas un rire d'humour, c'est un rire de compréhension amère. J'étais la blague. Je ne savais pas combien de temps j'étais restée assise dans le bureau, le regard perdu, les pensées en désordre. Ce n'est que lorsque j'ai entendu le tintement des clés et le grincement de la porte principale qui s'ouvrait que j'ai finalement réagi. Pierre est entré et m'a vue immédiatement. J'étais dans son bureau avec le livre de comptabilité encore à la main. Son expression s'est assombrie instantanément. « Que fais-tu ici sans ma permission » aboya-t-il avec un ton coupant et accusateur. Je n'ai pas répondu. Je lui ai jeté le livre de comptabilité, le laissant tomber au sol près de ses pieds. « Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu me l'expliques » Il y avait un éclair de panique dans ses yeux, mais il a essayé de le dissimuler rapidement. Il a ajusté ses lunettes et a attrapé le livre du sol, le serrant contre sa poitrine, comme si c'était quelque chose de sacré. « Estelle, c'est indignant, » a-t-il craché froidement. « C'est mon registre personnel. Qui t'a donné le droit de fouiner ?» C'est à ce moment-là que je l'ai compris avec une clarté totale. Toutes ces années, je n'étais pas une partenaire. J'étais un distributeur automatique ambulant. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement, gagnant un salaire après l'autre, seulement pour qu'il l'utilise en secret pour entretenir son ex-petite amie et ses enfants. Et maintenant, devant moi, il avait l'audace d'agir comme si j'étais celle qui était déplacée. J'ai fait un pas vers lui, les yeux fixés sur son visage, et je lui ai donné une forte gifle sur la joue.
Il a titubé vers l'arrière, incrédule, silencieux, stupéfait. Je ne l'avais jamais frappé, pas une seule fois. J'avais toujours été la gentille, celle qui adoucissait les choses. Cette gifle était des décennies de ressentiment qui sortaient finalement à la surface. Quelques secondes se sont écoulées avant qu'il n'explose. « Tu es folle. Tu as perdu la tête. Comment oses-tu me frapper ? Nous sommes mariés, dépense une partie. Ton argent est à moi. » Je l'ai regardé fixement, l'expression arrogante sur sa bouche, le ton de droit dans sa voix, et j'ai réalisé que je ne reconnaissais plus cet homme. « Pierre, si tu continuais avec Brigitte, ne m'insulte pas avec cette histoire de pension pour vivre. Ce n'est pas de la charité, c'est une putain d'affaire déguisée. » Il a haussé les épaules, complètement imperturbable. Brigitte est une vieille amie. Elle a eu une vie difficile. J'ai des justes. C'est tout. Sa voix était désinvolte, indifférente, mais chaque mot était comme un coup de couteau. Tu aidais ? J'ai ri avec amertume. Avec mon argent, tu as aidé ton ex-petite amie et son fils à vivre confortablement pendant que j'économisais sur les dépenses, me refusant tout. Je ne me suis même pas acheté des chaussures décentes, et toi tu l'as comblé d'argent dans mon dos. La fureur que j'avais contenue si longtemps s'est finalement déchaînée. Je ne pouvais plus me retenir. Ma voix s'est élevée, aiguë et tremblante. Tu m'as laissé vivre comme si je survivais à peine, pendant que toi tu jouais le bienfaiteur secret de la femme que tu ne pouvais pas laisser partir. Tu m'as dit d'être frugal pour notre avenir, mais tout ce temps tu ne faisais que canaliser mes sacrifices vers quelqu'un d'autre. Pierre est resté silencieux, me regardant comme si je l'avais blessé. « Estelle, dit-il doucement, comme s'il essayait de paraître blessé, nous sommes mariés depuis des décennies. As-tu vraiment si peu d'estime pour moi ?» Sa voix prétendait me faire sentir coupable, mais cela ne fit que me mettre en colère. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais essayé de protéger son ego. Quand nous étions jeunes, il gagnait moins que moi et cela le rongeait. Il était fier, fragile dans son orgueil, alors je l'ai laissé gérer les finances, pensant que je lui donnais un sentiment de contrôle, un sentiment de dignité. Mais au final, ce que je lui ai donné n'était pas de la dignité, mais une opportunité. Et il l'a utilisée pour me trahir. J'ai pris une profonde inspiration, la voix tremblante. Te souviens-tu quand Mathieu avait 10 ans et qu'il est tombé dans les escaliers ? Il s'est cassé la jambe. Il avait besoin de chirurgie. Il a froncé les sourcils et n'a rien dit. Je t'ai supplié de retirer quelques économies pour couvrir les factures médicales. Mais tu as refusé. Tu as dit que l'argent était dans un dépôt à terme fixe qui ne pouvait pas être touché. Tu m'as dit de demander un prêt aux voisins, aux collègues, à quiconque m'aiderait. Mes yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Cette nuit-là, j'ai frappé porte après porte sous une tempête glaciale, suppliant qu'on nous prête de l'argent pendant que toi, tu gardais de l'argent pour élever son fils. Mes doigts s'étaient engourdis, mais mon cœur se sentait comme s'il était en feu. Je l'ai regardé fixement dans les yeux et je lui ai dit, mot pour mot, « Tu as utilisé mon argent pour entretenir une autre femme. Cela me dégoûte. » Le visage de Pierre s'est contracté. Il a hallété soudainement, s'agrippant la poitrine avec la main. Il a titubé vers l'arrière, les jambes fléchissant, et il est tombé au sol. Je me suis figée pendant 1 seconde. Tout autour de moi est devenu silencieux, juste lui, moi et le son des battements de mon propre cœur martelant dans mes oreilles. J'ai hésité un moment, mais à la fin, je ne pouvais pas m'éloigner. Je me suis agenouillée, j'ai aidé à le relever. Peu importe à quel point il m'avait brisé le cœur, nous avions partagé 40 ans de vie ensemble. Je ne pouvais tout simplement pas me permettre d'être complètement indifférente. Je l'ai emmené à l'hôpital. Après que les médecins aient terminé les examens initiaux et programmé d'autres tests, je suis sortie. Et j'ai appelé Mathieu, je lui ai dit de venir s'occuper de son père. Puis je me suis retournée et je suis sortie de l'hôpital, seule. Je ne pouvais plus supporter de regarder Pierre. À la maison se sentait oppressante, silencieuse. Le tic-tac de l'horloge dans le salon résonnait dans le calme, et chaque seconde tombait comme une goutte d'eau froide dans une pièce vide. 40 ans de mariage ruinés par un livre de comptabilité et quelques notes écrites à la main.
Je me suis souvenue de mes premiers jours avec Pierre. Ce n'était pas un mauvais homme. Il était gentil, même doux à sa manière. Son seul vrai défaut, si on peut l'appeler ainsi, était de son avarice. Mais avarice ne le décrit pas complètement. C'était une frugalité obsessionnelle et enracinée, presque pathologique. Je me suis souvenue d'un hiver en particulier il y a des années. Il avait acheté d'énormes sacs de pommes de terre et de carottes juste pour économiser quelques euros. Même quand les pommes de terre ont commencé à germer, il a refusé de les jeter. Il a dit qu'en coupant juste les mauvaises parties, avec un cas grave d'intoxication alimentaire. Pourtant, j'ai essayé de raisonner avec lui, j'ai essayé d'être gentille. « Nous avons quelques économies, lui ai-je dit. Nous n'avons pas à vivre comme ça. » Mais il l'a ignoré, murmurant de vagues excuses sur se préparer pour l'avenir, éludant toujours la vérité. Je pensais que c'était juste une habitude, une manie inoffensive d'un homme qui avait grandi dans la pauvreté. Je n'ai jamais imaginé qu'il accumulait de l'argent pour entretenir une autre femme et son fils. Cette pensée a fait que ma poitrine se serre à nouveau. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Vers minuit, je suis retournée au bureau et j'ai repassé le livre de compte ligne par ligne, calculant jusqu'au dernier centime. Quand j'ai terminé, j'avais encore plus froid qu'avant. Au cours des 30 dernières années, Pierre avait transféré plus de 1,3 million d'euros à Brigitte. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était le travail de ma vie, des décennies de travail, chaque nuit blanche, chaque sacrifice, chaque moment que j'avais réservé pour notre avenir. Et puis, caché au fond du livre de comptabilité, j'ai trouvé une vieille photographie. Mes doigts tremblaient quand je l'ai sortie. Sur la photo, il y avait Pierre, Mathieu et Brigitte souriants, debout ensemble sur l'herbe ensoleillée d'un parc, comme une petite famille heureuse. Je suis restée à regarder cette photo pendant longtemps, respirant à peine, sans être sûre si ce que je voyais était réel. À ce moment-là, le peu de force qui me restait s'est épuisé. Je me suis assise sur le canapé du bureau avec la photo à la main et je suis simplement restée là, silencieuse, immobile, vide. J'ai senti que toute ma vie était une blague. Un sourire amer s'est dessiné sur mon visage. J'ai sorti mon téléphone et, calmement, j'ai commencé à photographier chaque page du livre de comptabilité, chaque photo, chaque note. J'ai tout gardé. Le lendemain matin, Pierre est rentré de l'hôpital. Il est entré la tête basse, les yeux pleins de culpabilité, ressemblant plus à un enfant grondé qu'à un homme adulte. Mathieu l'a suivi de près, se penchant subtilement pour l'encourager à parler. Pierre a hésité, puis s'est approché et m'a pris la main doucement. Il parlait à voix basse et avait les yeux humides. « Estelle, je suis désolée. Hier, j'étais trop sensible. Je n'aurais pas dû dire ces choses. S'il te plaît, ne m'en veux pas. » Il a fait une pause, puis a ajouté. « Je ne te l'ai jamais dit parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Brigitte a eu une vie difficile. Elle a pris de mauvaises décisions quand elle était jeune. Elle a fait confiance au mauvais homme et s'est retrouvée à élever seule cet enfant. Ce pauvre enfant a une maladie cardiaque congénitale. Il entre et sort des hôpitaux depuis qu'il est petit. » Sa voix s'est brisée et une larme a roulé sur sa joue ridée. Son visage était sillonné de tristesse et de repentir. Mathieu est intervenu immédiatement, reprenant le fil. « Maman, sérieusement, je veux dire, si tu y réfléchis, peut-être que c'était juste, je ne sais pas, une façon de faire quelque chose de bien dans le monde. La vie de Brigitte n'a pas été facile. Essaye de comprendre sa situation. S'il te plaît, ne sois pas si en colère. » Je les ai regardés tous les deux, père et fils faisant écho l'un à l'autre comme dans un acte répété, et je n'ai rien ressenti. Ni compassion, ni pardon, ni même douleur. Tout ce que j'entendais était « Brigitte a eu des difficultés. Brigitte lutte. Brigitte a besoin de compréhension. » Personne ne pensait à moi. La femme qui avait travaillé, économisé, sacrifié, fait confiance et avait été trahie. Ils étaient en deuil pour une femme à qui je ne devais rien, tandis qu'ils congédiaient la femme qui avait construit cette maison, cette vie, cette famille. Et avec chaque bonne intention qu'ils ont essayé d'envelopper, ils n'ont fait qu'écraser la peu de confiance qui me restait. Quand j'ai entendu ça,
Je n'ai pas pu m'empêcher de me tourner pour regarder Mathieu, mes yeux se remplissant d'incrédulité. Un acte de générosité de 1,3 million d'euros? Quelle générosité de sa part! C'était le même homme qui examinait minutieusement chaque reçu du supermarché, qui se disputait avec moi pour des pièces de 5 et 10 centimes, mais qui n'avait aucun problème à donner de l'argent à une femme qui ne faisait même pas partie de cette famille. Et soudain, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout mon propre fils. Tu savais tout ça? Les épaules de Mathieu se sont tendues, et pendant un instant, un éclair de culpabilité a traversé son visage. Puis il a lâché un rire forcé. Je veux dire juste ce que papa... C'est tout, ne te prends pas trop la tête, maman. Je les ai regardés tous les deux, père et fils en parfaite synchronisation. Et tout ce que j'ai pu faire, c'était rire amèrement. Alors j'étais la seule qui était restée et l'avait soutenue pendant des décennies, était la seule qui ne connaissait pas la vérité. Mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé ma vie, et mon fils, l'enfant que j'avais élevé de mes propres mains, avaient été du côté de quelqu'un d'autre tout ce temps. C'était absurde, totalement absurde. Une oppression a grandi dans ma poitrine. La douleur était impossible à contenir. « Allons, Estelle !» répéta Pierre, adoptant ce ton doux et familier qu'il utilisait toujours pour adoucir les choses. « Nous avons tant d'années ensemble, non? Ne fais pas d'esclandre. » C'était son schéma. Jouer le vieil homme pitoyable, s'appuyant sur le sentimentalisme, se cachant derrière des décennies de mariage comme un bouclier. Il fut un temps où ces mots m'auraient attendri, m'auraient fait douter de moi-même. Mais plus maintenant. Je l'ai regardé directement dans les yeux, d'une voix calme mais ferme. « Si tu veux aider Brigitte, c'est ton affaire, mais tu ne peux pas utiliser mon argent. Je suis désolée, mais je ne suis pas si généreuse. 40 ans de mariage, 1,3 million d'euros. Tu me les rends, et je ferai comme si rien de tout cela ne s'était passé. » Son expression a changé instantanément. Son visage s'est tordu comme s'il venait d'actionner un interrupteur. Il m'a lâché la main d'un coup et a explosé, la voix chargée de rage. « Tu es folle! 1,3 million d'euros! D'où espères-tu que je sorte cette somme d'argent? Brigitte, c'est ma meilleure amie. Je pensais que tu comprendrais. J'ai toujours pensé que tu étais compatissante, que tu te souciais des gens. Il s'avère que tu es simplement insensible. » Il m'a regardé comme s'il était le trahi. J'ai senti un frisson me parcourir le corps, et alors j'ai ri à nouveau. Un rire court, froid, amer. Culpabilisation morale. Sa tactique favorite. Mais je n'étais pas la naïve vingtenaire qu'il avait épousée. J'avais passé des années à travailler dans une entreprise, à faire face à la politique de bureau, à traiter avec des gens de tous types. Croyait-il vraiment que quelques mots manipulateurs pourraient me briser? J'étais sur le point de partir quand Mathieu m'a interrompu à nouveau, la voix pleine d'impatience. « Maman, tu dois vraiment donner autant d'importance à ça? Allez, tante Brigitte a eu des difficultés. Laissons tomber et l'argent est parti, d'accord ?» La façon dont il a dit « tante Brigitte » m'a retourné l'estomac. Si familier, si désinvolte, plus chaleureux que tout ce qu'il m'avait dit de toute la journée. Et soudain, je me suis rendu compte que si quelqu'un d'autre avait été dans la pièce, il aurait probablement pensé qu'elle était sa vraie mère. Leur cœur m'avait abandonné depuis longtemps. Alors pourquoi devrais-je continuer à m'accrocher à cette famille? J'ai pris une profonde inspiration et me suis forcée à garder mon calme. Puis j'ai regardé Pierre directement au visage et je lui ai dit, de la voix la plus calme que j'ai jamais prononcée: « Je veux le divorce. » Les mots sont sortis doucement, mais ont résonné avec fermeté. Ce n'était pas un accès de colère, c'était une décision forgée dans des nuits d'insomnie et un silence baigné de larmes. Pierre m'a regardé, stupéfait, puis son visage s'est tordu de colère. « Non !» gronda-t-il, les dents serrées. « Catégoriquement non. Je ne divorcerai pas de toi, sur mon cadavre. » Je l'ai regardé. Cet homme qui m'avait trahi, m'avait menti, m'avait utilisé, et je n'arrivais tout simplement pas à le comprendre. S'il l'aimait tant, pourquoi n'était-il pas parti avec elle? Pourquoi s'accrochait-il à moi ainsi?
Mais je n'ai pas demandé. Je ne voulais plus entendre la réponse parce que c'était déjà fini. Depuis ce jour, je ne lui ai plus adressé la parole. La maison est devenue froide, comme si toute la chaleur avait disparu de ses murs. Le silence était étouffant. J'ai commencé à cuisiner seulement pour moi. Je ne me souciais plus de ses goûts, ni de ses routines. Je préparais la nourriture que j'aimais, des plats vibrants, pleins de vapeur et de couleurs, un contraste frappant avec le froid qui flottait dans l'air. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Pierre arrête complètement de manger les restes. Au lieu de cela, il a commencé à commander de la nourriture à emporter. Hamburgers, poulet frit, pizza, toutes sortes de fast-food imaginables. Je l'entendais à la porte bavarder tranquillement avec les livreurs pendant qu'il signait chaque repas. Sa voix était douce et aimable, comme si rien ne s'était passé. Et dans la cuisine, en écoutant ces conversations lointaines, une douleur sourde fleurissait dans ma poitrine. Pendant plus de 40 ans de mariage, à l'exception de la brève étincelle de romance de notre première année, la plupart de nos repas avaient été des restes ou les mêmes légumes en conserve réchauffés, de sa vie à prêcher l'économie. Économiser l'électricité, économiser l'eau, couper les tubes de dentifrice pour presser jusqu'à la dernière goutte. C'était l'homme avec qui je vivais. Et maintenant qu'il mangeait seul, soudain, la commande de nourriture était devenue un rituel quotidien. Hamburgers gastronomiques, sushis, même des dîners de steak dans des restaurants de luxe. L'ironie était insupportable. J'observais les repas somptueux qu'il savourait maintenant, et je pensais à toutes ces années que j'avais vécues sous ces règles, comptant chaque centime, me refusant les moindres conforts. Et maintenant, il vivait comme un homme qui n'avait jamais connu la signification de la modération. Ainsi passèrent quelques jours, tranquilles, froids, distants, sans mots. Puis, comme c'était prévisible, Pierre a essayé de se réconcilier à nouveau. Seulement cette fois, il a apporté des renforts. « Brigitte a appris la tension entre nous, dit-il presque timidement. Elle veut te rencontrer. » J'ai simplement hoché la tête, pas parce que je voulais réparer ce mariage brisé, mais par pure curiosité. Je voulais voir quel genre de femme valait la peine que mon mari prenne secrètement plus d'1 million d'euros de nos économies. Pierre a rapidement organisé la réunion. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Brigitte ne vienne pas seule. Mathieu est également apparu et a amené Lucas avec lui. « Grand-mère Brigitte, tu sens si bon. »« Tu es ma préférée », a crié Lucas en se jetant dans les bras de Brigitte avec un pur délice. Le sourire de Brigitte s'épanouit instantanément, radieux et maternel, tandis qu'elle le tenait doucement près d'elle, ses lèvres se courbant en un sourire doux et pratiqué. Quelque chose en moi s'est effondré. Cela ne ressemblait pas à une offre de paix, mais à un couronnement. Elle n'était pas venue se réconcilier, mais revendiquer sa place, comme si elle était déjà devenue la reine de cette maison. Et le pire, c'est que peut-être elle l'était devenue. Je suis restée là, regardant mon petit-fils se blottir dans les bras d'une femme qu'il connaissait à peine. Et mes yeux ont commencé à piquer. Elle s'était intégrée à ma famille pendant que moi je vivais encore naïvement, sous l'illusion de sécurité dans mon mari, dans mon fils, et même dans mon petit-fils. « Maman, enfin, Brigitte t'attendait. Pourquoi as-tu mis si longtemps ?» demanda Mathieu avec un ton désinvolte qui m'a transpercé l'âme. Cette note subtile de culpabilité, comme si j'étais celle qui perturbait l'harmonie de cette petite famille chaleureuse, était plus profonde que toute autre chose. Brigitte s'est tournée vers moi en souriant doucement. « Estelle, ça fait si longtemps ! Tu es merveilleuse !» J'ai réussi à sourire poliment et à esquisser un sourire forcé. Elle s'est mise à converser avec aisance, comme si nous avions toujours été amies, et a rapidement dévié la conversation vers elle. « Estelle, je n'ai jamais eu une vie facile, » a-t-elle commencé d'une voix tremblante. J'étais jeune et insouciante, j'ai cru au mauvais homme, j'ai fini par élever un fils seul. Et mon pauvre fils est né avec une maladie cardiaque. Des années de visites à l'hôpital, de médicaments, ça doit été très dur. Ses yeux se sont remplis de larmes et se sont bientôt débordés, tachant son maquillage soigneusement appliqué. Elle s'est accrochée à ma main comme si elle cherchait du réconfort ou,
plus probablement, une validation. Pierre, assis à côté d'elle, semblait inconsolable. Sans hésiter, il lui a pris la main et lui a dit « Ne pleure pas, Brigitte. Tant que je serai là, tu ne souffriras plus. » Sa voix était douce, tendre, intime, et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas oublié d'aimer. Il n'avait pas perdu la capacité d'être gentil. Il avait simplement choisi de tout donner à quelqu'un d'autre. Mathieu est intervenu en souriant. « Oui, tante Brigitte a toujours été très bonne avec moi et Lucas. Ne t'inquiète pas, nous sommes là pour tout ce dont tu as besoin. » J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la scène. Pierre, Brigitte, Mathieu, Lucas. Et je me suis sentie comme une étrangère dans ma propre vie. Un sentiment creux et glacé s'est emparé de moi depuis le plus profond. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit froidement « Tu l'aimes tant ? Alors divorce de moi. Épouse-la. Au moins ainsi tu auras une bonne excuse. » La salle est restée silencieuse. Le visage de Pierre s'est figé et il a serré la mâchoire. Il s'est rapidement tourné vers Brigitte, s'excusant. Ne l'écoute pas, elle a juste été contrariée ces derniers temps. Elle ne le pensait pas vraiment. Brigitte a minimisé avec un sourire aimable. Ça ne fait rien. C'est moi qui dois des excuses à Estelle. J'aurais dû le dire plus tôt. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais Pierre m'a interrompu à nouveau. Quelles excuses ? Tu n'as pas à t'excuser pour quoi que ce soit. Cet argent, je l'ai donné parce que je le voulais. Ne laisse pas cela peser sur ta conscience. Je m'occuperai d'Estelle. Puis il m'a regardé avec ce même sourire condescendant qu'il utilisait toujours pour écarter mes sentiments. Elle est juste capricieuse. Je la calmerai. Comme si j'étais un enfant têtu en pleine crise de colère. Mais il avait oublié quelque chose de crucial. Je n'étais plus cette femme. Il croyait encore que je ne l'abandonnerais jamais. La vérité, c'est que moi aussi je le croyais, mais plus maintenant. Surtout après que tous les secrets pourris derrière cette soi-disant vie finalement étaient mis au jour. J'étais plus sûre que jamais d'une chose. Je ne serais plus jamais la dupe de personne. Même si je tombais morte demain, je m'assurerais que ces gens ne s'en sortent pas indemnes. J'ai respiré profondément, forçant ma voix à maintenir un ton ferme en regardant Pierre et Mathieu. J'aimerais parler avec Brigitte en privé. Au moment où les mots sont sortis de ma bouche, j'ai vu Pierre se tendre. « Pourquoi ? Pourquoi ne pouvons-nous pas tous parler ici ? Brigitte ne va pas bien. Il n'est pas nécessaire que tu la contraries. » Il l'a dit comme si j'étais une sorte de bombe à retardement et elle, une fragile poupée de porcelaine qui pourrait se briser avec un mot fort. La douleur dans ma poitrine s'est tordue à nouveau, aiguë et soudaine. Donc jusqu'où allait son instinct de la protéger ? Plus sa loyauté envers elle était profonde, plus ridicule me semblait mon mariage de décennies, une blague cruelle et élaborée faite avec moi, avec ma propre vie comme chute. Et si je ne pouvais pas réclamer, ne serait-ce qu'un brin de justice avant de mourir, je savais que je ne reposerais jamais en paix. J'ai forcé un sourire amer et j'ai dit calmement, mais avec une pointe d'ironie. « Je veux juste parler. Après tout, elle profite depuis des décennies des fruits de mon travail. Une conversation ne semble pas demander trop. » Brigitte s'est mordu la lèvre et a ouvert grand les yeux, montrant une délicate inquiétude. « Pierre, ça va, » dit-elle doucement, comme si elle était une sainte volontaire pour le martyre. Estelle est contrariée, laisse-la se défouler. Peut-être que ça l'aidera à se sentir mieux. Au moment où elle a dit ça, Pierre m'a regardé fixement comme si j'étais l'irrationnel. J'ai failli rire. Plus ils vieillissent, plus habiles deviennent ces manipulateurs édulcorés. Quelques minutes plus tard, le salon était vide, juste Brigitte et moi face à face. Mais dès que les autres ne pouvaient plus l'entendre, la façade douce et aimable qu'elle montrait à l'extérieur s'est évanouie. Elle a plissé les yeux, changé de posture et retrouvé la pétulance. « Oh, s'il te plaît !» se moqua-t-elle en levant le menton. « Tu as 65 ans, Estelle, et tu fais encore des crises comme une adolescente pour un divorce ?» Elle a ri avec sarcasme. « Un conseil. Fais comme si rien de tout cela ne s'était passé. Fais l'idiote et vis le reste de tes jours en paix.
Personne ne va te donner une médaille pour être l'épouse dramatique. » Sa voix était condescendante, comme si j'étais une blague lamentable qu'elle s'était lassée de voir. Je l'ai regardée fixement et pendant un moment j'ai remémoré notre jeunesse. Nous ne nous étions jamais bien entendus. Oui, elle était jolie, mais elle était aussi un désastre à l'école, toujours parmi les dernières de la classe. Moi, en revanche, j'avais un physique moyen, mais année après année, j'étais la meilleure de la classe. Ses parents la comparaient constamment à moi, ce qui l'humiliait. Naturellement, elle a commencé à me haïr, à me détester. Tant et si bien qu'une fois, après les cours, certains de ses admirateurs m'ont coincé essayant de me donner une leçon. Mais je ne me suis jamais laissée intimider. J'ai vu venir le coup et j'ai appelé la police avant qu'ils puissent me toucher. Cela a causé un grand remue-ménage. L'école l'a sanctionné et la fausse civilité que nous avions s'est complètement désintégrée. Et maintenant, des décennies plus tard, nous voici à nouveau, assises l'une en face de l'autre, encore emmêlées dans le conflit, encore confrontées. Mais je n'étais plus la même fille. Je ne ferais pas l'idiote pour un homme d'âge, et je ne la laisserais certainement pas entrer comme si c'était son tour de victoire. Je me suis penchée un peu vers elle, la voix froide comme la glace. « Brigitte, tu t'es toujours comportée comme si tu étais au-dessus de tous, mais au final, tu as passé des décennies à être la compagne de quelqu'un. Tu ne trouves pas ça pathétique ?» Son sourcil a bougé et la satisfaction sur son visage a légèrement vacillé. J'ai souri, froide et délibérée. « Pour les vieux temps, je vais te faire une faveur. Je te le livre. Prends-le. J'espère que vous profiterez de votre compagnie le reste de vos misérables vies. Mais tu me dois 1,3 million d'euros. » Mes mots ont coupé l'air comme une lame, mais Brigitte ne broncha pas. Elle s'est adossée à son siège, inclinant la tête avec un sourire moqueur, semblant complètement tranquille. « Tu crois que tu peux m'effrayer pour que je te donne quelque chose ?» Elle a lâché un rire doux, comme si elle venait d'entendre la chute d'une blague ridicule. « Tu es vraiment mignonne quand tu essayes d'être rude. Cet argent était un cadeau de Pierre, » dit Brigitte en se penchant en arrière. Je l'ai regardée et j'ai lâché un petit rire. L'ignorance n'a vraiment pas peur. Elle croyait que j'avais passé toutes ces années à cuisiner, nettoyer et faire l'épouse dévouée en silence. Elle n'avait aucune idée que j'avais appris depuis longtemps à me protéger avec la loi. Pas seulement avec la loyauté. Même dans le divorce, je pourrais réclamer chaque centime légalement. Mais je ne le lui dirai pas. Parce que l'incertitude, cette peur insidieuse et persistante de l'inconnu, est la punition la plus efficace de toutes. Je l'ai regardé froidement. « Tu crois vraiment qu'avoir Pierre et Mathieu de ton côté signifie que tu as gagné ? Ouvre les yeux, Brigitte. Pierre a été un petit homme lamentable toute sa vie, bon à économiser, inutile en tout le reste. Et Mathieu est un enfant qui n'a pas pu trouver de travail sans profiter de mon succès et de mes contacts. Tu crois que sans moi, tous les deux pourraient continuer à vivre la vie confortable à laquelle ils se sont habitués ? Réfléchis-y à 2 fois. » Un éclair de panique a traversé son visage, juste une fissure, mais c'était suffisant pour me satisfaire. J'ai souri avec suffisance. J'ai tourné les talons et je me suis dirigée vers la porte. Et là, ils étaient tous bossés. Pierre, Mathieu et Lucas, rôdant anxieusement dehors. Dès que je suis sortie, aucun ne m'a regardée. Ils sont passés en courant, comme si je n'existais pas, se rassemblant autour de Brigitte avec une préoccupation exagérée. Je suis restée à la porte, observant la scène, cette petite unité familiale parfaite à laquelle je n'appartenais plus. J'ai lâché un rire sec et cynique. Je me suis retournée et je suis partie sans regarder en arrière. Cette fois, c'était vraiment fini. Je ne ressentais aucune affection pour cette maison, aucun attachement persistant pour ces gens. Ni mon fils ni mon mari n'étaient plus à moi. Cette nuit-là même, j'ai appelé mon avocat. Pas seulement pour le divorce. Je voulais récupérer tout ce qui était à moi, chaque centime, chaque propriété. L'avocat a été direct. Les virements non autorisés de Pierre depuis mon compte personnel étaient légalement discutables. La maison était à mon nom, elle avait fait partie de mon package d'avantages sociaux. J'avais le droit de réclamer une partie significative de nos biens dans le divorce.
Après l'appel, je n'ai pas perdu de temps. J'ai appelé un serrurier et j'ai changé toutes les serrures de la maison. C'était ma maison. L'acte portait mon nom. J'avais gardé le silence toutes ces années par respect pour notre mariage. Ce chapitre était maintenant fermé. À partir de ce moment, tout serait clairement défini, chaque euro, chaque centimètre d'espace. Cette nuit-là, Pierre est rentré chez lui. Il a essayé avec la clé, mais il n'y est pas arrivé. La serrure ne bougeait pas. Quelques instants plus tard, mon téléphone a vibré. C'était lui. Je ne me suis pas donné la peine de répondre. J'ai marché tranquillement vers la porte. Je l'ai ouverte et j'ai jeté tous ses bagages et affaires sur le porche. « Pierre, ai-je dit catégoriquement, je te l'ai dit, je veux le divorce. » Il est resté là, tremblant de rage. « Estelle, tu es trop vieille pour faire des crises. D'abord tu t'en prends à Brigitte et maintenant tu me laisses dehors. Tu crois que tu as encore 20 ans? Qu'est-ce que tu vas faire après le divorce? Pourrir ici seul jusqu'à ce qu'il trouve ton cadavre? » Ses cris résonnaient dans l'escalier, forts et pathétiques, sous la lumière du porche. Ses cheveux blancs brillaient intensément. Il ne ressemblait plus à l'homme aimable et affable que j'avais épousé. Il ressemblait à ce qu'il était vraiment, un vieil homme amer, acculé et désespéré, montrant sa pire version. Je n'ai rien dit. J'ai simplement mis la main derrière la porte et je lui ai jeté un dossier aux pieds. Les papiers de divorce. Que je pourrisse ou non ne te regarde pas. Tu n'as qu'à signer. Ses pupilles se sont dilatées. Il a fouillé maladroitement dans les pages et est passé directement à la section des actifs. Il est devenu rouge comme une tomate. « Tu es folle !» a-t-il crié. « Tu veux me laisser sans rien et m'obliger à te payer un autre million. Tu es devenue folle. J'ai entretenu cette famille toutes ces années. Je m'occupe de tout. Est-ce que tu ne me donnes aucun crédit pour ça ?» Je l'ai regardé avec un calme glacial et je n'ai rien dit. Puis, sans se prévenir, il s'est élancé vers la porte. « Tu ne peux pas me jeter dehors. Je suis encore ton mari. » Il ressemblait à une caricature de lui-même, crachant, grognant, essayant de se frayer un chemin à coups de poussée, avec rien d'autre que de l'arrogance. Mais j'étais prête. J'ai pris un balai et je l'ai lancé vers lui sans hésiter. Il a titubé vers l'arrière, jurant tout en attrapant ses affaires et en descendant les escaliers. « Tu es folle, une lunatique, une vieille amère. J'aurais dû te quitter il y a des années. Le divorce, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. » Ces malédictions ont résonné dans le couloir, rebondissant sur les murs et devenant de plus en plus faibles à chaque pas qu'il faisait. Je suis restée sur le seuil et j'ai observé comment la porte s'est fermée à nouveau. C'est ainsi que se sont terminées des décennies de mariage. Une farce bon marché et honteuse. L'homme qui avait autrefois fait battre mon cœur était devenu l'homme que je souhaiterais maintenant n'avoir jamais rencontré. Peu importe combien de fois je me disais que ce n'était pas ma faute et que je n'avais rien fait de mal, la douleur continuait d'arriver par vagues. Ce n'était pas une blessure nette et aiguë, c'était plutôt comme 100 petites aiguilles qui me piquaient le cœur. Subtiles, implacables, impossibles à ignorer. Pierre n'était pas resté longtemps dehors quand Mathieu a appelé. « Maman, tu as jeté papa dehors. » Qu'est-ce que tu crois que ça signifie? Tu ne fais que le livrer à Brigitte? Qui ne voudrait pas avoir quelqu'un à ses côtés dans la vieillesse? Quelqu'un qui s'occupe de lui? Et si tu continues vraiment avec ce divorce, n'espère pas que ce soit moi qui prenne soin de toi. Si tu le récupères demain et que tu le ramènes à la maison, je ferai comme si rien de tout cela ne s'était passé. Puis il a raccroché. Je suis restée à regarder l'écran, stupéfaite, tandis qu'un froid profond s'installait dans ma poitrine. Mon fils, mon propre fils, m'avait déjà tourné le dos. Il n'essayait même plus de le cacher maintenant. Sa loyauté était fermement avec Brigitte. La vérité, Brigitte avait emménagé dans l'appartement d'en face il y a 10 ans. Le plus cruel, cette avance, elle l'avait sorti de mon salaire. Je suis retournée examiner le vieux livre de comptabilité de Pierre, et là c'était, clair comme le jour, l'enregistrement du virement.
Je ne savais même pas s'il appelait intelligent ou stupide. Utiliser mon argent pour soutenir une autre femme, puis tout écrire comme si c'était un accomplissement dont il était fier. Et peut-être que Mathieu avait considéré Brigitte comme son autre mère depuis longtemps. Pendant les années où je travaillais d'arrache-pied, respectant les délais, construisant une vie pour cette famille, Brigitte était là, commodément, lisant des histoires au coucher, faisant des biscuits, souriant doucement tout en s'intégrant progressivement dans le rôle que moi, trop occupé, ne pouvais pas remplir. Mais Mathieu avait oublié. Il avait oublié qui était assise à côté de lui toute la nuit pendant qu'il brûlait de fièvre. Qui était resté éveillé pendant chacune de ses douleurs, chaque échec, lui chuchotant des mots d'encouragement quand il croyait que le monde avait abandonné. Qui avait fait appel après appel, demandé des faveurs, remué ciel et terre pour lui obtenir ce premier emploi. Toutes ces années, tous ces sacrifices compensés par quelques histoires, quelques encas et un sourire bien pratiqué. Eh bien, s'ils n'appréciaient pas ce que je leur avais donné, alors je n'allais plus m'y accrocher. Le lendemain matin, j'ai tout rassemblé. Tous les documents, tous les registres, toutes les preuves, les paquets de comptabilité de Pierre et toutes les captures d'écran de nos conversations, et je les ai envoyées directement à mon avocat. Si Pierre ne signait pas volontairement les papiers de divorce, la loi l'obligerait à le faire. Quelques heures plus tard, l'avocat lui a personnellement remis l'assignation officielle de divorce. Je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse si rapidement. Lui et Brigitte ont complètement perdu le contrôle. Ils ont crié, hurlé et ont même essayé de chasser l'avocat de la maison. Mais cette fois, je ne céderai pas. Peu après, Mathieu a rappelé. Cette fois, sa voix tremblait de fureur. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu as un cœur de pierre ? Papa s'est évanoui de stress et toi tu continues à pousser comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Tu le veux mort ?» Je pouvais entendre sa rage crépiter à travers le téléphone, sa voix s'élevant jusqu'à devenir un cri. Et pourtant, je ne ressentais qu'un poids lent et douloureux dans la poitrine, quelque chose de lourd et de sourd qui s'enfonçait chaque seconde. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement fermé le téléphone avec soin et je l'ai posé sur la table. Et maintenant, ils voulaient jouer les victimes, comme s'ils étaient ceux qui avaient été lésés, comme si tout cela, chaque fracture, chaque cicatrice, était d'une manière ou d'une autre de ma faute. C'était ridicule, totalement et douloureusement ironique. J'ai pas perdu une seconde de souffle avec la crise de Mathieu. J'ai simplement terminé l'appel et je l'ai coupé complètement. J'en avais fini de consacrer mon temps, mon énergie et mon cœur à des gens qui ne savaient que prendre. À partir de ce moment, tout passerait par mon avocat, propre, rapide et sans émotion. Pendant que j'attendais la date du procès, Pierre et Brigitte semblaient vivre une vie assez insouciante. Ils ont joué le rôle de retraités heureux à la perfection, comme si rien de tout cela n'avait rien à voir avec moi. Pierre a même appris à utiliser les réseaux sociaux. Il a publié des photos sur Facebook. Des dizaines à la lueur des bougies, du poulet mijoté aux champignons, du filet grillé, de la salade César, des pâtes avec du vin rouge. C'était surréaliste de le voir présenter des repas si élaborés, si indulgents. Le titre disait « Cuisiner pour qui on aime, la plus grande joie de la vie ». Il a partagé des photos de lui et Brigitte se promenant dans les centres commerciaux, bras dessus, bras dessous, avec de larges sourires. Dans l'une d'elles, il écrivait « Un amour de jeunesse encore à mes côtés dans la vieillesse ». La tendresse dans ses yeux quand il la regardait était quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers moi. J'avais l'habitude de l'inviter à faire les courses, à se promener au centre, à passer du temps ensemble. Il disait toujours qu'il avait mal au dos et qu'il était trop fatigué. Je lui proposais même de l'emmener chez le médecin. Maintenant, je me rendais compte que cela n'avait rien à voir avec son dos. Il ne voulait simplement pas être avec moi. L'amère ironie, leur petit défilé de bonheur domestique s'est avéré être la partie la plus utile de mon dossier. Mon avocate a agi rapidement, gérant tout avec précision et efficacité. J'ai rejeté toutes les offres de médiation,
J'ai laissé ma position très claire et bientôt la date de l'audience a été fixée. Quand le jour est arrivé, Pierre et Brigitte sont arrivés ensemble au tribunal. Mathieu les a suivis de près, se tenant à côté d'eux comme un garde du corps fidèle. À ce moment-là, tout vestige de famille que nous avions eu autrefois avait disparu depuis longtemps. Mathieu m'a regardé avec mépris et a lâché un reniflement brusque et dédaigneux. Porter cela au tribunal à ton âge ? Quelle honte ! Brigitte et papa ont été très gentils avec toi, et tu essayes encore de les séparer. Quel genre de personne es-tu ? Chaque mot était chargé de jugement, comme si j'étais la méchante d'un conte de fées tordu. La femme méchante, la mère amère, la vieille ingrate. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Je suis passée à côté de lui et je suis entrée dans la salle d'audience sans même regarder en arrière. Il ne s'agissait plus de me justifier, il s'agissait de gagner. Les procédures ont commencé rapidement. Les livres de comptabilité, les registres de transactions, les enregistrements vocaux et les captures d'écran des déclarations publiques d'affection de Pierre envers Brigitte. Tout parfaitement documenté et présenté. Mon dossier était hermétique. La sentence est arrivée rapide et décisive. Pierre et Brigitte ont reçu l'ordre de rendre chaque centime que Pierre avait canalisé de mes comptes personnels. 1,35 million d'euros au total. Et notre mariage officiellement dissous par ordonnance judiciaire. Il n'y a eu aucune cérémonie, aucune clôture, aucune signature sur le certificat de divorce. Juste un décret légal concis pour marquer la fin d'une erreur de 40 ans. En sortant du tribunal, le soleil m'a frappé au visage. J'ai levé la tête, respirant la lumière, et pour la première fois en années, je me suis sentie propre, sans fardeau, libre. J'avais finalement fermé la porte à une vie qui m'étouffait, et maintenant me voici. Récemment retraitée, avec une maison à mon nom, de l'argent sur mon compte, sans mari avare et moralisateur pour m'accabler, et sans fils qui ne me voyait que comme une ressource financière. Pour la première fois, ma vie m'appartenait vraiment. Quant à Pierre et Brigitte, les fissures sur leur visage étaient indéniables quand ils sont sortis du tribunal. Leur style de vie avait toujours dépendu de moi, de mon travail, de mes revenus, de ma confiance aveugle. Ils n'avaient pratiquement rien sur quoi se rabattre. Et Mathieu, malgré toute sa fanfaronnade, n'était qu'un parasite. Il ne leur donnerait jamais un centime. La seule façon pour Pierre et Brigitte de payer cette sentence de 1,35 million d'euros était de vendre leur maison. Et cette maison, celle qui était en face de chez Mathieu, à laquelle il s'accrochait avec tant de fierté. Donc en réalité, j'avais déjà tout ce qu'il faisait, c'était me rendre ce qui était à moi, en premier lieu. En me rendant compte de cela, j'ai senti un changement en moi. Ce grand poids qui m'avait opprimé la poitrine pendant des années a finalement disparu. Tout ce qu'ils ont dépensé, tout ce qu'ils ont pris, tout ce qu'ils pensaient avoir emporté, tout revenait à moi. Jusqu'au dernier centime, chaque centimètre, et je ne laisserai pas une seule pièce derrière. Estelle, après toutes ces années, dois-tu vraiment me presser autant ? Pierre était devant moi, le visage émacié et la voix chargée de défaite. La fatigue dans ses yeux était impossible à cacher. Maintenant que le tribunal avait statué contre eux, soudain ils voulaient parler de compassion, de pardon, de laisser aller les choses. Quelle blague! M'auraient-ils montré de la pitié si je n'avais pas tout découvert ? Bien sûr que non. Ils m'auraient continué à me saigner jusqu'à ce qu'ils deviennent trop vieux, trop fatigués, ou que je meure tout simplement. Ils n'ont jamais hésité à me prendre quelque chose. Pourtant, après des décennies d'histoires partagées, je lui ai dit un dernier mot poli. « Tu ferais mieux de vendre la maison rapidement. N'attends pas qu'un tribunal ordonne l'exécution. À ton âge, veux-tu vraiment que la police frappe à ta porte ? Cette honte ne s'efface pas. » Je me suis retournée pour partir, mais Brigitte m'a attrapé le bras. « Estelle, s'il te plaît, ne fais pas ça, » dit-elle, la voix entrecoupée par les larmes. « Nous n'avons plus cette somme d'argent. Tu as déjà tout gagné. Pierre est tout ce qui me reste. Peut-être que tous les trois, nous pourrions recommencer ?» Elle balbutia, les yeux grands ouverts et larmoyants. « Je m'occuperai de vous deux. Je cuisinerai. Je nettoierai. Tout ce dont vous avez besoin.
Je vous paierai ainsi, s'il vous plaît. » Sa voix tremblait d'émotion, mais chaque mot me hérissait la peau. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe si bas, qu'elle échange la dignité contre le confort si effrontément, juste pour continuer à vivre une vie qu'elle ne s'était pas gagnée. Ce n'était pas une femme sans défense, c'était un parasite. Quelqu'un qui s'était enrichi de la bonté d'autrui et savait comment se faire faible quand ça l'arrangeait. Je l'ai regardée directement dans les yeux et j'ai lâché un rire froid. « Brigitte, tout ce que j'ai, cette maison, cet argent, cette vie, je l'ai gagné euro par euro avec des décennies de travail acharné. Pas avec des larmes, ni de la pitié, et encore moins avec de la servilité. » Puis je me suis tournée vers Pierre. « Arrête de rêver de choses qui ne t'appartiennent pas. Vende la maison, paye ce que tu dois, et va de l'avant. Ce qui t'arrive après ne me regarde pas. » Avec cela, j'ai écarté la main de Brigitte de ma jupe et je me suis éloignée sans regarder en arrière. Quelques jours plus tard, Pierre a finalement cédé. La maison a été mise en vente, s'est vendue, et le paiement complet a été transféré sur le compte de mon avocat. Jusqu'au dernier euro. Le jour de la vente, il était encore réticent à partir tranquillement. En sortant, je l'ai vu près de la porte principale, crachant du venin. « Estelle, me marier avec toi a été la pire erreur de ma vie. Brigitte et moi vieillirons ensemble en paix. Toi, tu mourras seule, accrochée à ton précieux argent. » Je ne me suis même pas retournée. J'ai simplement souri. L'argent était entre mes mains, il n'avait rien. Le résultat n'aurait pas pu être plus clair. Peu après, Pierre et Brigitte se sont mariés. Ils ont emménagé chez Mathieu avec le fils adulte de Brigitte, André. 6 personnes sous un même toit. Le conte de fées s'est rapidement écroulé. Il s'avère que vivre ensemble n'était pas la même chose que des visites occasionnelles et des dîners joyeux. Brigitte avait l'habitude d'aider Lucas par bonne volonté, mais maintenant, Mathieu et sa femme considéraient cela comme un devoir, une nounou à temps plein. Sous le même toit, sans remerciement, le ressentiment a commencé à se faire sentir. Brigitte se plaignait plus fréquemment et sa patience s'épuisait. Et André, l'enfant gâté, ayant droit à tout qu'elle avait élevé, ne supportait pas de voir sa mère traitée comme moins que la royauté. Un jour, André a perdu le contrôle et a poussé Lucas si fort que l'enfant s'est cogné la tête et a eu besoin de pointes de suture. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. C'était Lily, la femme de Mathieu. La voix entrecoupée par les larmes. « Estelle, je n'en peux plus. Ce garçon André est hors de contrôle. Quelque chose ne va pas chez lui. Il est violent, imprévisible. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. Je gère toute cette maison toute seule. » Lucas se comporte mal, le bébé n'arrête pas de pleurer, et tous les adultes de la maison crient ou boudent en silence. Je ne sais plus comment je vais continuer à vivre comme ça. Sa voix s'est brisée, moitié frustration, moitié désespoir. Je savais ce qu'elle voulait dire. Elle voulait que je revienne, que j'intervienne, que je maintienne tout ensemble à nouveau, comme je l'avais toujours fait. La force de volonté. Celle qui résolvait les problèmes, la femme calme et fiable qui empêchait cette famille de s'effondrer. Mais je ne pouvais plus, parce que la vérité était que nous n'étions plus une famille. J'ai écouté la supplication en larmes de Lily au téléphone et j'ai soupiré doucement avant de répondre. Calme mais décidé. « Si tu as un horaire écrasant, je peux t'aider à récupérer et déposer Lucas. Mais au-delà de ça, je suis désolée, Lily. Je ne peux pas. » Un éclair de honte a traversé son visage, mais elle a hoché la tête doucement. « Merci Estelle. » J'ai offert quelques mots réconfortants avant de terminer l'appel. Puis j'ai mis mon manteau et je suis sortie. Dernièrement, j'avais développé un nouvel amour. La photographie. Je portais mon appareil photo au parc presque tous les jours, capturant les ombres du soleil sur l'herbe, la tranquillité des fleurs dans les coins, l'éclat de la lumière dans les fenêtres. Chaque clic de l'obturateur était comme mettre en bouteille un moment de joie, une petite preuve que la vie avait encore de la lumière. Et honnêtement, j'étais plus heureuse que jamais. En plus de la photographie, j'étais retombée amoureuse de la nourriture. Quand je vivais sous le contrôle de Pierre,
Le dîner n'était souvent rien de plus qu'un bol de soupe réchauffée ou des légumes de la veille. Maintenant, ma cuisine reprenait vie. Risottos aromatiques, pain fraîchement cuit, tacos croustillants débordant de saveurs. Chaque plat était comme une célébration de moi-même, comme un petit nœud de couleurs tissé dans la trame de ma nouvelle vie. Je me suis rendu compte que la nourriture n'avait jamais été juste de la survie. C'était du réconfort, de la joie, de l'art. C'était de l'amour, juste pour moi. Puis, juste au moment où je m'installais dans ce nouveau rythme de paix, Lily a rappelé en sanglotant. « Estelle, je n'en peux plus. S'il te plaît, pourrais-tu garder Lucas quelques jours ?» Elle n'arrêtait pas de se répéter, et sa voix se défaisait à chaque mot. « Je le jure, je pense que je veux le divorce. » Je me suis arrêtée, surprise, mais je n'ai pas posé de questions. Je ne voulais pas me remettre dans le pétrin de qui que ce soit. Mais je comprenais sa douleur, parce que je l'avais vécue. Et ce n'était pas une crise, c'était déchirant. Alors j'ai dit oui. Quand je suis arrivée pour récupérer Lucas, j'étais sur le point d'atteindre la porte d'entrée, quand les cris à l'intérieur de la maison m'ont arrêté net. « Pierre, peux-tu croire que Mathieu jette mon fils dehors comme si ce n'était rien ?» hurla la voix de Brigitte depuis derrière la porte. « André ne va pas bien, il a besoin d'attention. Mathieu essaie de nous jeter dehors, il veut me détruire. » Puis la voix de Mathieu m'a répondu d'un claquement, plus froide que jamais. « André a presque 30 ans. Qu'est-ce qu'il fait ici comme un enfant? Il me semble qu'il va parfaitement bien. »« Je m'en fiche de ses problèmes, » cria Brigitte. « Soit il s'en va, soit vous partez tous les deux. Ma femme n'est pas la nounou de ton fils adulte. » La maison était devenue un chaos. Je suis restée dehors en silence, écoutant comment s'écroulait le foyer heureux dont ils avaient autrefois fait l'éloge. Ce n'était plus si parfait, n'est-ce pas? Ce qu'ils avaient autrefois confondu avec la paix et la chaleur n'avait jamais été réel. C'était juste moi qui maintenais tout ensemble. Silencieuse, patiente, invisible. Dès que je me suis éloignée, leur façade s'est brisée de part en part, ne révélant que discorde et désordre. Je n'ai pas frappé, j'ai simplement envoyé un message à Lily lui demandant de sortir Lucas. Elle a ouvert la porte quelques minutes plus tard, les yeux rouges et tremblants. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est effondrée dans mes bras, sanglotant de manière inconsolable. « Estelle, je ne peux vraiment plus faire ça. Je m'occupe de tout le monde, de Brigitte, de son fils, de Lucas, et ils ne font que se plaindre. Tu sais ce qu'elle a fait la semaine dernière? Elle a pris mes bijoux de mariage et les a vendus. Elle a dit qu'elle avait besoin d'acheter de nouveaux vêtements à André. André est insupportable. Il intimide Lucas, mange ses encas et l'a même frappé une fois. » Ces mots sortaient entre des sanglots, chacun plus lourd que le précédent. Lucas aussi pleurait, s'accrochant étroitement à elle. Je n'ai rien dit. J'ai simplement embrassé tous les deux doucement, puis je les ai emmenés dîner. Pendant le dîner, je les ai vus se détendre, les épaules de Lily s'abaissant, le sourire de Lucas revenant peu à peu. La tension dans l'atmosphère s'est adoucie, et mon cœur aussi. Après avoir terminé, nous sommes sortis prendre dans le parking, les mains enfoncées profondément dans les poches, les yeux creux et fatigués, et le visage marqué par la frustration. Il ressemblait à un homme qui s'effondrait, pris au piège, dans le même chaos qu'il avait autrefois cru pouvoir contrôler. Un homme qui récoltait maintenant la vie qu'il avait choisie avec tant de confiance. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie amère. Je me suis sentie libre. J'ai regardé Mathieu, sans aucune expression, puis j'ai regardé ailleurs. « Lucas restera avec moi quelques jours », ai-je dit calmement à Lily. « Dès que la situation se calmera chez toi, je le ramènerai. » Elle a hoché la tête avec gratitude, mais visiblement épuisée. Juste au moment où je me retournais pour partir, j'ai entendu la voix de Mathieu, basse et tremblante, appelant derrière moi. « Maman !» Je me suis arrêtée. « Maman, je me suis trompée. J'ai vraiment été stupide. J'ai cru que Brigitte se souciait de nous. J'ai cru qu'elle était sincère. Mais maintenant, je le vois. Elle ne voulait que notre argent. « Maman, peux-tu revenir ?» Sa voix s'est brisée, pleine de remords, si différente de l'arrogance qu'il portait habituellement comme une seconde peau.
Mais c'était trop tard. Oui, il avait finalement vu Brigitte comme elle était vraiment. Il les avait vus comme ils étaient vraiment. Je ne me suis pas retournée. Je n'ai pas répondu. J'avais simplement pris la main de Lucas et je me suis éloignée. Tout ce qui restait entre une mère et son fils s'était déjà érodé, s'était perdu chaque fois qu'il avait défendu les étrangers avant moi. Le 3e jour que Lucas était avec moi, Mathieu a rappelé, cette fois frénétique. « Papa a eu un AVC, dit-il d'une voix tremblante. Il est à l'hôpital. S'il te plaît, peux-tu venir ?» J'ai hésité, puis, peut-être par habitude, ou peut-être juste pour clore le sujet, j'y suis allée. Cela faisait des mois depuis la dernière fois que j'avais vu Pierre. Il avait l'air fragile et méconnaissable, avec des cheveux complètement blancs et une peau cendrée et creusée. Il gisait dans le lit d'hôpital comme une coquille flétrie, la respiration saccadée et les yeux ternes. Jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Alors quelque chose a brillé en eux. Il a essayé de lever la main, de parler, mais rien n'est sorti. Seules des larmes ont coulé de ses yeux. Mathieu était venu. Brigitte a essayé de prendre de l'argent à papa. Quand il a refusé, elle et son fils l'ont poussé. Il est tombé au sol avec force. Après, ils ont vidé la maison. Bijoux, appareils électroniques, tout. Nous avons déjà porté plainte. Les médecins ont dit qu'il ne remarchait probablement jamais. La voix de Mathieu tremblait comme s'il s'attendait à ce que je m'effondre, ou au moins que je ressente quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. Tout ressemblait à la scène finale d'une pièce que j'avais déjà lue 1000 fois. Je connaissais la fin. Je me suis retournée pour partir. « Estelle, » dit Pierre d'une voix rauque derrière moi, essayant d'atteindre ma main tandis que ses doigts s'approchaient des miens. J'ai fait un pas en arrière. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Sa voix s'est remplie de regrets. « Je suis désolée. Je pensais que peut-être… » Alors j'ai senti que je pourrais ressentir quelque chose. Pitié, revendication, même soulagement, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardé froidement. Il ne reste rien entre nous. Tu ne me dois aucune excuse, nous ne sommes plus que des étrangers. Et avec cela, je me suis retournée et je suis sortie. Mathieu a couru derrière moi dans le couloir. « Maman, papa n'est pas en état de s'occuper de lui tout seul. Nous avons tous les deux du travail, nous ne pouvons pas nous en occuper seuls. Pourrais-tu aider un peu, passer de temps en temps ?» Je l'ai regardé, lui, ce fils qui m'avait autrefois appelée froide, qui m'avait dit de ne rien attendre de lui, et tout ce que j'ai vu c'était du désespoir, déguisé en devoir. L'hypocrisie était étonnante. Maintenant que leur vie avait déraillé, maintenant que leur bonheur pour toujours s'était effondré, soudain j'étais à nouveau utile. Je lui ai fait un sourire dur et amer. « Nous ne sommes plus mariés. Tu es adulte. Je t'ai élevé, je ne te dois plus rien. » Je me suis retournée et je me suis éloignée. Derrière moi, la voix de Mathieu s'est élevée avec frustration. « Je suis ton fils. Tu pourrais au moins m'aider. Comment peux-tu être si cruel? Je lutte et toi, ça ne t'importe même pas. » Je l'ai entendu s'étouffer avec ses propres mots, mais je ne me suis pas arrêtée. Je ne me suis pas retournée. Il avait oublié quelque chose. Ce chemin, ils l'avaient choisi eux-mêmes, et j'avais simplement décidé de ne plus me laisser entraîner par cela. Soudain, ma vision s'est un peu assombrie, mes pas ont vacillé. Une infirmière proche m'a aidée à me stabiliser. J'ai respiré profondément, me suis calmée et j'ai continué à marcher. J'ai appris que Brigitte et son fils avaient été arrêtés. Il s'avère que cette maladie cardiaque pour laquelle elle avait pleuré pendant des années était un mensonge. Les médecins ne lui ont rien trouvé. Rien. Tout avait été une longue arnaque, une histoire triste soigneusement élaborée pour piéger Pierre, le manipuler, l'épuiser. Son fils était sans direction depuis des années, sans travail, sans but, juste un parasite qui suivait l'ombre de sa mère. Personne ne voulait en prendre la responsabilité, personne ne le pouvait. Sauf Pierre, le vieil imbécile si anxieux de jouer au sauveur. Brigitte s'est accrochée à lui comme à une bouée de sauvetage, ses mains autour de son cou pendant des décennies,
jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à donner. Les gens paient toujours pour leurs décisions, tôt ou tard. Et Pierre a payé en totalité. Le temps est une chose étrange. Il ne recule pas, il ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu sois prêt. Il avance simplement, silencieusement et fermement, t'emmenant dans un virage après l'autre jusqu'à ce qu'un jour tu comprennes, finalement. La vie n'a jamais porté seulement sur un mariage, une famille, une table, ou les années que tu as données à quelqu'un qui ne les méritait pas. La vie, c'est toi. Après avoir quitté cette relation, je ne me suis pas enfoncée dans la solitude ni disparue dans le silence, comme tout le monde l'avait prédit. Tout le contraire. J'ai finalement commencé à vivre pour moi. Je me suis inscrite à un cours de photographie et j'ai rencontré un groupe de gens de mon âge, vibrants et partageant les mêmes idées, qui croyaient encore à l'aventure. Je me suis jointe à un club de voyage et ensemble nous avons visité des endroits que je n'avais vus qu'à la télévision. Des chalets isolés dans les forêts de Normandie, des villages ensoleillés d'été près du lac d'Annecy, et les montagnes du Jura teintées de rouge et d'or automnal. J'ai même appris à faire du canoë. Dans les soirées tranquilles, je conduisais jusqu'aux projections de cinéma en plein air, je m'asseyais sous les étoiles avec une couverture, et je me sentais plus vivante que jamais à une table pleine de conversations forcées. Parfois, j'emmenais Lucas avec moi. Il courait devant et je le suivais avec mon appareil photo, riant en photographiant sa joie en mouvement. J'ai imprimé ces photos, je les ai encadrées. Les vieux portraits de famille, les sourires rigides, l'unité forcée ont été rangés dans une boîte. À leur place se trouvent ces nouveaux souvenirs, mes propres souvenirs. Réels, libres et vibrants. Fini les sourires forcés, fini les prétentions. Juste des moments honnêtes et miens. Quant à Mathieu et Lily, leur mariage a finalement pris fin. Le poids de la vie quotidienne a détruit le lien fragile qui leur restait. Disputes, silences, déceptions se sont finalement usés mutuellement. Aucun n'avait la force de continuer à faire semblant. Lily a fait ses bagages et a déménagé avec Lucas. Elle a recommencé à zéro. Je ne l'ai pas jugée, je ne lui ai pas donné de conseils, je n'ai pas dit grand-chose. Mais le jour de leur départ, j'ai préparé une table pleine de ses plats préférés. Je l'ai embrassé tendrement et j'ai embrassé Lucas une fois de plus. « Tu es une bonne mère », lui ai-je dit doucement. Ses yeux se sont remplis de larmes et elle a hoché la tête. Mathieu a finalement emménagé seul dans un petit appartement. De temps en temps, il appelait pour me donner quelques nouvelles. Sa voix plus basse maintenant, usée par la vie et le regret. Plus aiguë par son droit, mais ternie par la vie. C'est la vie, je suppose. Il y a ceux qui doivent apprendre leurs propres conséquences avant de ressentir la douleur. Je n'ai pas de cœur froid. J'ai simplement appris à ne pas continuer à me couper pour penser les autres. J'en suis aussi venue à accepter une vérité plus profonde. Toutes les relations ne méritent pas d'être sauvées. Tous les liens ne méritent pas le pardon. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas qui reste, c'est si tu es resté fidèle à toi-même. Maintenant, je ne fais plus de compromis avec personne. Je ne me rabaisse plus pour accommoder le confort d'autrui. Je cuisine seulement pour moi. Je me prépare sous le soleil matinal qui inonde ma cuisine. J'ouvre un nouveau livre et je lis en silence jusqu'à l'après-midi, laissant le monde se calmer un moment. Je ne suis plus la femme de personne. Je ne suis plus l'ombre de personne. Je suis simplement moi. Et pour la première fois de ma vie, je vis enfin selon mes propres termes. Les prochaines années seront peut-être courtes, mais j'ai encore assez de temps pour faire de cette vie quelque chose que j'aime. Cette fois, l'histoire m'appartient.